Nous parlons ce matin, pour commencer, de Gaza avec un Benyamin Netanyahou qui n'en fait pas mystère. Nous allons prendre le contrôle de la ville de Gaza et puis plus généralement d'ailleurs de toute la bande de Gaza. On en parle ce matin avec Caroline Mécari. Bonjour, vous êtes avocate au barreau de Paris, ancienne candidate La France Insoumise. À vos côtés, Henri Guénaud, ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy. Bonjour à vous. Et Michel Rumi, économiste, professeur à Sciences Po et à l'ESCP. Alors, regardez ce qu'il dit, Benyamin Netanyahou. Il est clair, il le dit clairement. Nous allons donc prendre le contrôle de la bande de Gaza. L'armée israélienne s'y prépare, tout en distribuant une aide humanitaire à la population civile en dehors des zones de combat. Tout ça est encore très flou, on s'en rend compte. Et on va tout de suite aller à Tel Aviv, retrouver Bethsabée Salem pour essayer d'en savoir un peu plus. Eh bien, pas si seul que ça, puisque le cabinet politico-sécuritaire a validé la proposition de Benyamin Netanyahou la nuit dernière de prendre le contrôle de la ville de Gaza, là où donc il y a le centre du pouvoir du Hamas. Cette décision a été prise donc en dépit de la ferme opposition de l'armée qui a souligné Gaza. C'est une ville de près d'1 million d'habitants qu'il va falloir déplacer avant de mener des combats extrêmement complexes. C'est aussi là où sont cachés beaucoup d'otages. Ils risquent donc d'être tués par erreur par l'armée ou bien d'être exécutés quand leurs geôliers vont entendre l'armée approcher. C'est aussi la vie, ce danger pour les otages, c'est la vie de nombreux Israéliens. Il y a eu beaucoup de manifestations hier à travers le pays pour dénoncer ce que de nombreux Israéliens appellent le meurtre des otages par Benyamin Netanyahou. Cela dit, Benyamin Netanyahou est déterminé. Il considère que les méthodes utilisées jusqu'à présent n'ont pas fonctionné, qu'il faut changer de plan. Mais il a confié à ses ministres hier soir que si le Hamas capitule, Israël pourra toujours arrêter ses opérations. Et ce plan de Benyamin Netanyahou est loin de passer. À l'instant, Londres qui s'exprime, la Grande-Bretagne exhorte Israël à reconsidérer son plan pour Gaza, dit le Premier ministre britannique Keir Starmer. Raphaël Jérusalemi est avec nous. Vous êtes ancien officier de renseignement militaire israélien. Je signale d'ailleurs votre dernier livre, Tribune de guerre, c'est aux éditions David Renac. Comment est-ce que vous prenez cette déclaration qui a le mérite d'être claire, évidemment, de Benyamin Netanyahou? On va prendre le contrôle de la ville de Gaza, puis après de toute la bande de Gaza. Alors, cette déclaration n'est claire que verbalement. Sur le plan du terrain, ça ne va pas du tout. C'est une des rares, sinon la première fois que depuis la création de l'État d'Israël, un gouvernement ignore à ce point l'avis des chefs de l'armée et des chefs des services de sécurité. Nous risquons d'aller là vers une catastrophe, car cette opération que prône Benjamin Netanyahou mène à une guerre d'attrition qui est exactement ce que veut le Hamas. Le Hamas veut entraîner les Israéliens dans une guerre à long terme qui pourrait avoir des conséquences humanitaires graves. On parle ici d'une opération, alors pour évacuer la ville de Gaza, il faut évacuer 800 000 civils. Cela va prendre des semaines. Les évacuer vers où? Les approvisionner comment? Lorsque l'on sait que le Hamas réussit à mettre la main sur le ravitaillement humanitaire, que d'autres ravitaillements n'arrivent pas aux civils, mais vers la mafia qui les revend de marché noir. Une fois que Gaza est évacué, il y a une estimation de l'armée d'un combat intensif de 4 à 5 mois qui engagera entre 4 et 6 divisions de Tsahal, à un moment donné où le pays est épuisé économiquement, nerveusement, et où surtout les soldats et les réservistes sont épuisés après presque bientôt maintenant 2 ans de combat ininterrompu. Vous, en tant qu'ancien officier du Mossad, vous dites que c'est une folie, cette mesure prise par Netanyahou? Officier de l'intelligence militaire, c'est une folie sur le plan sécuritaire. Sur le plan politique, il a peut-être ses raisons. Je prie pour qu'il s'agisse peut-être d'un bluff en concertation avec Donald Trump, comme on l'a fait par rapport aux Iraniens, c'est-à-dire de faire pression sur le Hamas, mais que dans la réalité des faits, on n'ira pas aussi loin que ce qui est annoncé, car sinon, nous allons à la catastrophe. Le chef de l'état-major de Tsahal, ce n'est donc pas que mon opinion personnelle, a dit au gouvernement, pas plus tard qu'hier, avant même que le gouvernement vote malgré tout cette opération,
qu'on allait vers un trou noir. C'est le mot qu'il a utilisé. Raphaël Jérusalemi, vous l'avez rappelé, c'est très rare qu'il y ait un tel désaccord entre un chef d'état-major de l'armée israélienne et l'exécutif, le gouvernement. C'est pratiquement jamais arrivé. C'est pratiquement jamais arrivé, surtout qu'ici, il y a carte sur table de l'armée. L'armée dit quels sont les problèmes auxquels sera confrontée. Le principal problème, à part ceux que j'ai mentionnés sur le plan humanitaire et militaire, c'est le sort des otages qui sont sacrifiés, qu'ils soient exécutés par le Hamas. À mon avis, dès les premiers jours de cette opération, le Hamas commencera à exécuter un par un les otages pour freiner ou stopper l'opération de Tsahal. Tout a été mis sur la table. Malheureusement, il faut bien comprendre qu'en dehors de la décision politique, nous sommes dans une démocratie où le gouvernement peut décider ce qu'il veut malgré tout, mais les membres du cabinet de sécurité aujourd'hui en Israël ne sont pas habilités, ne sont pas formés pour prendre ce genre de décisions. Nous avons, surtout dans la frange d'extrême droite, des personnages qui n'ont jamais fait l'armée, qui n'ont jamais revêtu l'uniforme et qui ignorent complètement de quoi on leur parle. Alors c'est quand même très grave de prendre des décisions sur ces bases-là. Restez avec nous si vous le voulez bien, Raphaël Jérusalemi. Réaction sur ce plateau, sur ce que vient de dire Raphaël. C'est quand même incroyable le décalage qu'il y a, Caroline Mécari, entre l'armée, les services et puis Benyamin Netanyahou qui dit on y va. Alors je crois qu'il faut quand même rappeler déjà la première évidence du point de vue du droit. Ça me paraît vraiment nécessaire, c'est que la décision de Benyamin Netanyahou, c'est une décision qu'il n'a pas le droit de prendre. Il n'a aucunement le droit d'occuper Gaza comme aujourd'hui l'armée israélienne l'occupe à 75%, et il a encore moins le droit de décider de l'occuper davantage. Juridiquement, c'est très clair. Vous savez que c'est pas ça qui va le faire reculer. Oui, ça va pas le freiner, mais quand même. Ce qui est intéressant, c'est que, en fait, on comprend bien que la décision qu'il prend, c'est une décision politique. C'est-à-dire qu'on sait bien qu'il a absolument besoin de continuer la guerre pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Je rappelle quand même qu'il vient de limoger la procureure générale israélienne qui menaçait de mettre en place une commission d'enquête sur les failles dans l'attaque du 7 octobre 2023. Donc, il doit se maintenir au pouvoir. Ça, c'est le premier objectif. Mais il y a un objectif qui va beaucoup plus loin et qu'il faut rappeler et dont on a vraiment aujourd'hui tous les éléments, comme l'ont d'ailleurs rappelé les deux associations, B'Tselem et l'autre association israélienne, sur l'existence de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et d'un génocide en cours. Et là, c'est la poursuite du génocide et du nettoyage ethnique. Parce que d'un point de vue militaire, le Hamas, sur place, il est éradiqué. Oui. C'est très clair, tout le monde le sait. C'est d'ailleurs pour ça que l'armée israélienne, comme vient de le dire votre invité, est opposée à cette invasion qui en plus va nécessiter de déplacer entre 800 000 à 1 million de personnes. Comment on va faire ? Où est-ce qu'on va les amener ? Et ensuite, comment on va gérer les choses ? Donc le dessein, c'est le dessein messianique. Ce qu'on oublie, c'est que maintenant, nous sommes passés du sionisme militaire à un suprémacisme juif qui souhaite véritablement... Bon, ça, c'est votre opinion. Non, ce n'est pas mon opinion. Non, c'est pas mon opinion. Je suis vraiment pas la seule à partager ça. Tous les Israéliens ne sont pas pro-Benyamin Netanyahou. Mais peu importe, c'est qui gouverne aujourd'hui. Qui gouverne aujourd'hui ? C'est un État démocratique. Il est toujours en place. Démocratique, je viens de vous dire que la procureure générale, là, elle vient d'être limogée. Qu'avant même le 7 octobre, Benyamin Netanyahou essayait de mettre au pas la Cour suprême israélienne. Donc, de démocratie, il a le nom, certes. Mais l'objectif, il est élu. L'objectif, c'est quand même bien de faire le grand Israël. Pourquoi est-ce qu'il a des ministres suprémacistes dans son gouvernement ? Ça, c'est votre opinion. Non, ce n'est pas une opinion. On ne reprend pas. Ce sont des faits. On ne reprend pas ce qualificatif. Je suis désolé, mais on ne va pas reprendre. Je vous demande pas de le reprendre. C'est votre opinion. Ce n'est pas une opinion, c'est un fait. C'est énoncé par Gideon Lévy, c'est énoncé par Charles Anderlin, par de très nombreux intellectuels et connaisseurs de la situation. Donc ça, c'est ça, en fait, ce qu'il y a derrière la décision qu'il vient de prendre. Oui, bon, Henri Guénaud, de votre côté, qu'est-ce que vous pensez de cette décision de Netanyahou, compte tenu de tout ce qu'on a entendu sur l'état d'esprit de l'armée, du renseignement, qu'il soit militaire ou extérieur, ça paraît quand même un risque considérable. Oui, alors, avant même de parler du risque, il faut parler des enjeux, de la dimension politique, morale aussi de cette affaire. C'est-à-dire que moi, je suis pas
immergé dans la société israélienne, mais j'ai le sentiment que ce que votre interlocuteur de tout à l'heure en visio disait reflète quand même la pensée d'une bonne partie de cette société, et en particulier des milieux à la fois sécuritaires, militaires, etc. Donc, et je pense que son avertissement est un avertissement qui mérite d'être entendu. C'est rare d'entendre ça. Mais oui, mais c'est de la rare part des services. parce que la situation est quand même assez exceptionnelle. C'est-à-dire que, en fait, le Hamas qui a provoqué un pogrom le 7 octobre cherchait à provoquer la vengeance d'Israël. Et je trouve que le gouvernement israélien est tombé dans ce piège, et il s'est plus orienté vers une forme de vengeance que vers ce qu'aurait dû être la réaction ordonnée, raisonnée d'une démocratie, comme vous le dites. Voilà, et maintenant, il est pris à son propre piège, ça va trop loin. Nous sommes confrontés à des gens, et il y en a beaucoup dans le monde aujourd'hui, c'est bien le problème, qui n'ont aucune limite. Aucune limite. Plus de 60 000 morts à Gaza. Oui, mais c'est ce qui se passe à Gaza, il faut bien le comprendre, même quand on aime beaucoup Israël, et c'est mon cas, c'est la pire chose qu'un pouvoir en Israël pouvait faire, non seulement à tous les Juifs d'Israël, mais à tous les Juifs du monde, parce que ça sape les fondements moraux d'Israël, et ça met tous les Juifs du monde dans une situation qui est moralement inextricable. Évidemment, je vous fais écouter. Je vous ai juste une remarque quand même sur la démocratie. Alors oui, c'est une démocratie au sens où la majorité au Parlement décide de la politique du pays. Mais je ne reviens pas sur les arguments de Mme Meka. Il y aurait beaucoup à dire sur ce qu'était la Cour suprême, le système juridique. Mais il faut bien comprendre, c'est le fruit de deux choses, ça. C'est le fruit de la proportionnelle intégrale qui donne le pouvoir à des petits partis charnières, et deuxièmement, de la montée en puissance dans la société israélienne, d'abord démographique d'ailleurs, non pas simplement de l'extrême droite, des orthodoxes, des ultra-orthodoxes. Ces ultra-orthodoxes qui ne font pas leur service militaire, comme ça a été rappelé, qui font énormément d'enfants. C'est à tel point que les démographes pensent que d'ici une vingtaine d'années, ils représenteront 30% de la population israélienne. Oui, voilà. Et donc, on est en face si on continue comme ça, on va se retrouver dans une impasse où la seule issue sera de savoir quelle est la population qui sera déportée ou massacrée. Voilà. Donc, il faut absolument s'accrocher à l'idée des deux États, ce que le gouvernement israélien actuel essaie de détruire. Voilà, en prenant des risques pour Israël même. Je vous fais écouter des Israéliens, justement, qui eux-mêmes protestent, encore une fois, et notamment des familles d'otages qui étaient hier devant les bureaux du Premier ministre. Il est vraiment important que notre message passe. Cela doit cesser, nous devons récupérer nos otages. La seule façon de ramener les otages chez eux est de mettre fin à la guerre et de mettre un terme aux souffrances des otages et de toutes les personnes qui vivent et endurent cette guerre terrible. Je pense que les otages ont été abandonnés par le gouvernement et nous ne pouvons pas les laisser là-bas. Nous ne pouvons plus fonctionner. Ce n'est pas seulement pour eux, c'est pour l'âme de la nation. Michel Rouimi, avec ce plan, entre guillemets, de Netanyahou, les otages passent par perte des profits ou pas ? Ça sera la conséquence. Moi, je pense que cette décision est plutôt un pari risqué. On privilégie le court terme sur les conséquences de long terme, juridiques et géopolitiques. À supposer qu'il soit un contrôle, la question qui va se poser, c'est comment gérer pratiquement ce contrôle, puisqu'on ne gouverne pas. C'est-à-dire qui va gérer l'électricité, l'eau, la... D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire ? On ne gouverne pas, alors on met... Tout à fait. C'est ça, il ne faut pas que ce soit le Hamas, il ne faut pas que ce soit l'autorité. C'est là la difficulté, il faut que ce soit on va dire, des représentants qui satisfassent à certaines conditions. Donc la question qui va se poser, c'est si, à supposer que Netanyahou contrôle sans gouverner, il y a la communauté internationale qui doit être là présente pour garantir un minimum de stabilité, etc. Parce que s'il gouverne sans contrôler, ça veut dire qu'il y aura une gabegie et, on va dire, beaucoup de tensions.
et qui risque encore d'avoir des tensions plus importantes au sein de cette population et en même temps au sein de la sécurité au niveau intérieur israélien. Parce que ce qui est très important, c'est quand même, avant, le Tsahal était le ciment d'une certaine manière de la population israélienne, et là, d'un seul coup, Tsahal dit non, je suis contre Netanyahou. Donc vous imaginez ce que ça peut représenter comme image forte. Et donc, ça veut dire aussi qu'en même temps, que Netanyahou ne représente sur la légitimité du gouvernement. Tout à fait. Quand il a l'armée contre lui et les services contre lui, qui lui disent n'y allez pas, ça fait des ordres. C'est ce qui est très important, c'est que l'armée est civile et le gouvernement est fortement religieux, on va dire, et ce qui peut avoir une dissonance entre ce que ressent la population et le gouvernement qui est là pour perdurer et qui a peut-être des visions messianiques ou pas, mais qui n'est pas totalement une vision qui correspond à la volonté de la population. On le répète, jamais la société israélienne n'a été aussi divisée. Hein. Tout à fait, tout à fait. Tout le monde le dit. On y revient, si vous le voulez bien, dans un instant, très peu de temps, et on va refaire le point avec Raphaël Jérusalemi qui nous attend. 9h23 sur LCI, on ne plaisante pas avec l'info et avec Israël qui se dote d'un plan pour prendre le contrôle de la ville de Gaza et de Gaza en général. Raphaël Jérusalemi, vous êtes toujours avec nous, ancien officier du renseignement militaire israélien. Alors le cabinet de Netanyahou, le cabinet de sécurité, a adopté 5 principes pour conclure la guerre, comme ces choses-là sont dites. Regardez-les, ces 5 principes. Ça va du désarmement du Hamas, retour de tous les otages vivants ou morts, démilitarisation de la bande de Gaza, contrôle sécuritaire israélien dans la bande de Gaza, établissement d'une administration civile alternative qui ne soit ni l'autorité palestinienne ni le Hamas. On a envie de dire bon courage. Un seul de ces points serait réalisé, que ce serait déjà formidable. Exactement. On parle ici de vœux pieux. Rien n'indique que cette opération atteindra tous ses objectifs. C'est quand même très très ambitieux, presque utopique. Je rappelle que pour symptômes, Tsahal contrôle militairement 75% de la bande de Gaza et qu'à l'intérieur de ces 75%, le Hamas continue de sévir, non pas seulement militairement, mais en tant que force politique et administrative. Et aujourd'hui, les directeurs d'hôpitaux, les ministères, tout ce qui est l'énergie, tout cela est aux mains de fonctionnaires que j'appelle des terroristes à col blanc du Hamas. Et donc, si on se base sur ces 75% déjà sous contrôle militaire israélien, on voit qu'il y a un échec du démantèlement tant des forces armées, puisqu'il y a encore beaucoup de cellules extrêmement dangereuses qui sévissent dans les zones occupées par Tsahal, et donc je dis ce contrôle qui demeure politique et administratif du Hamas, ce qui aussi indique, ce qu'on le voit durant ces derniers jours, le danger énorme auquel sont confrontés aujourd'hui les soldats de Tsahal. Et je pense que les parents de ces soldats et de ces soldates aujourd'hui tremblent dans leurs chaussures devant une opération qui est aussi dangereuse, aussi aventureuse et dont on n'est pas certain de l'objectif final. Et je terminerai juste sur une petite remarque de ce qui a été dit en plateau. Je n'ai pas très bien compris pourquoi, lorsque Benjamin Netanyahou prend une décision, cela concerne et retombe sur tout le peuple juif. C'est un petit peu comme si, lorsque M. Macron prend une décision, tous les Français sont M. Macron. Je pense qu'il y a ici une génération abusive et un peu bizarre. Vous venez justement de rappeler que beaucoup d'Israéliens ne sont pas d'accord avec la politique actuelle du gouvernement, en tous les cas pas avec cette opération-là. Et je ne vois pas en quoi un juif qui vit à Paris ou à Marseille est concerné ou impliqué dans cette décision. D'un mot, Raphaël Jérusalemi, quand Netanyahou dit bon, on va prendre le contrôle de Gaza et de la ville de Gaza, mais on ne gouvernera pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui y met à la place du Hamas ou de l'autorité palestinienne? Alors, lui compte sur les pays arabes. Il compte sur 2 choses. Le soutien de Washington, avec une aide humanitaire qui sera en fait financée et même logistiquement assurée en collaboration avec les Américains, car Israël, lui seul, ne peut pas nourrir indéfiniment 2 millions de personnes. C'est un pays de 10 millions de personnes qui nourrit 2 millions de personnes. Et puis, il estime que les pays arabes seraient enclins
à s'investir d'ailleurs aussi financièrement, logistiquement, mais aussi militairement, donc des forces armées de pays arabes, des Émirats, de l'Arabie Saoudite même. Certains pays arabes d'ailleurs l'ont suggéré. La différence, c'est pourquoi donc continuer cette opération, pourquoi ne pas transmettre maintenant, aujourd'hui, à une force internationale le contrôle de la bande de Gaza, car la meilleure chose qu'Israël peut faire aujourd'hui, c'est de fermer la porte de Gaza et de jeter la clé. Et s'il y a une force internationale, casque bleu, casque vert, casque jaune, qui est prête à assumer cette responsabilité, qui est la responsabilité, je le rappelle, de toute la communauté internationale. Lorsqu'on parle de crise humanitaire, on parle d'une responsabilité mondiale, comme au Burundi, comme au Congo. Et donc, ça serait la meilleure chose, en fin de compte, effectivement, car là où le bas blesse dans tout cela, c'est qu'il y a des acquis militaires, c'est que Tsahal fera le travail, même s'il n'est pas d'accord, mais qu'il n'y a pas derrière l'acquis militaire, un suivi politique, une décision dans ce qu'on appelle le jour d'après. Rien n'est véritablement clair sur ce jour d'après. Oui. Et sur la gouvernance. Caroline Mécari, réaction sur tout ce qui vient d'être dit. Vous voyez, je veux dire, c'est pas n'importe qui, Raphaël Jérusalemi qui dit. Non, mais attendez, le meilleur qu'on a à faire, c'est de fermer Gaza et de demander aux voisins arabes une solution de paix ou au casque bleu. C'est juste une vue de l'esprit. Et si vous aviez dans votre plateau invité un représentant de l'autorité palestinienne, il vous dirait peut-être exactement l'inverse. En réalité, ce que l'on comprend, c'est que le choix du gouvernement de Netanyahou, c'est-à-dire bien de l'État d'Israël, dans cette décision d'investir Gaza, avec les 5 points. Gouvernement. Oui, mais c'est bien comme lorsque le président Macron décide de telle ou telle chose, il engage la France et donc les citoyens français. Enfin, quand même, il faut un peu arrêter. Quoi. Non, mais d'accord. Non, mais attendez. Tout le monde n'est pas pro-Netanyahou en Israël. Je n'ai absolument pas. Déjà, pas de procès d'intention. J'ai pas dit ça. Je parle de l'État israélien et du gouvernement israélien qui fait un choix. Ce choix, très clairement, comme l'a dit votre invité, en fait, M. Netanyahou ne veut pas du jour d'après. Parce que vouloir du jour d'après, ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire trouver une solution politique. Une solution politique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire le retrait de l'armée israélienne de la bande de Gaza, qu'elle occupe déjà à 75%. Et ça veut dire la mise en place d'une solution politique avec un État. Alors ça peut être la solution à 2 États, quoique en réalité aujourd'hui, cette solution, elle est totalement morte. Bien loin, elle est morte. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire un État binational avec les mêmes droits et les mêmes devoirs pour tous les habitants de la région. Mais ça, Netanyahou et ses ministres suprémacistes, moi je les appelle suprémacistes, on n'hésite pas à les appeler fascistes, ils ont une visée messianique, ils n'en veulent pas. Qu'est-ce qu'elle va faire la communauté internationale ? Rien. Attendez, elle va continuer. Je vous le dis à l'instant, l'ONU exige de stopper immédiatement le plan de Netanyahou de prendre le contrôle de Gaza. Merci à la communauté internationale, quoique je ne sais pas ce que ça veut dire de dire cela via l'ONU, mais qu'a fait l'Union européenne ? Est-ce que l'Union européenne a suspendu l'accord commercial avec l'État d'Israël ? Non. Pourtant, c'était un vrai moyen de pression. Est-ce que M. Trump fait quelque chose ? Là, Trump, il n'a rien dit. Trump se désengage. Qui ne dit mot ? Moi, j'ai pas. Israël fait ce qu'il veut. Très bien. Donc voilà. Si on peut voir ce que dit Donald Trump. Comment l'entend le Premier ministre Netanyahou ? Je fais ce que je veux. Voilà, tranquille. Vous avez raison, Monsieur Guénaud. Il n'y a pas de limite. C'est exactement ce qui se passe. Et le fait qu'il n'y ait pas de limite, qu'il n'y ait plus de droit international respecté, ça nous emmène au chaos. Et ça, c'est vraiment terrible. Et ça va bien au-delà. Ça va bien au-delà de la bande de Gaza et de la question palestinienne. Il faut que tout le monde parle. Mais vous avez raison, il y a quand même un état de fait, c'est que le monde regarde ce qui se passe sans pouvoir tellement agir. Alors, tous les jours, on nous dit il y a encore eu 90 Palestiniens tués, on en est à plus de 60 000. Il y a une malnutrition, famine, 100 morts depuis le début de l'année. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, ce n'est pas simple. Quand on parle du monde, on parle essentiellement du monde occidental. Dans cette pas que les pays voisins regardent ça de très près aussi. Mais les pays voisins sont dans une situation. D'abord, ils n'ont pas les moyens militaires de réintervenir et ils n'en ont pas la volonté non plus. Et ils veulent pas non plus que toutes les populations palestiniennes soient déplacées chez eux. Il y a une hypocrisie de ce côté-là. Ni l'Égypte ni la Jordanie ne veut recevoir de réfugiés des millions palestiniens. De Palestiniens. La Jordanie explose. Voilà, dans la situation actuelle, parce que une bonne partie déjà de la population jordanienne est
palestinienne, et on se souvient du passé, de Septembre Noir. Bon, donc si on veut recommencer ce genre de choses, voilà. Mais il faut regarder ce qui se passe à Gaza, il faut aussi regarder ce qui se passe en Cisjordanie. Donc on est en train effectivement d'essayer de fermer un certain nombre de gens en Israël, de fermer la porte définitivement aux deux États. Moi, je ne crois pas beaucoup à l'État binational. Je pense que ça ne va pas fonctionner pour des raisons, d'abord des raisons démographiques. Ils sont équivalents. Voilà, et donc il reste la solution à deux États qui aujourd'hui est effectivement très très mal en point, mais il n'y a que celle-là qui offre une issue qui soit autre chose que la déportation des populations ou le massacre. Voilà. Donc il faut s'y accrocher. Netanyahou fait ça. Pourquoi est-ce qu'il fait ça ? On a l'impression qu'il se jette dans l'inconnu, dans le vide. Alors il y a deux choses. Je pense qu'il a derrière la tête un projet qui n'est pas très loin de celui-ci, c'est-à-dire se débarrasser de toutes les populations palestiniennes et récupérer la totalité du territoire israélien, qu'il ne peut pas exprimer de cette façon pour l'instant, mais dont toutes les décisions conduisent vers cette situation, qui est une situation, à mon avis, intenable même pour Israël. Mais le plan, c'est très intéressant, son plan. En fait, son plan ne dessine aucune issue. Voilà, l'issue sera ce qu'elle sera une fois qu'on aura occupé Gaza. Parce que dire on va désigner une autorité qui sera ni le Hamas, j'espère bien que ce ne sera pas le Hamas, ni l'autorité palestinienne, mais alors c'est qui ? Est-ce que c'est Israël qui décide une autorité ? Enfin, il y a quelque chose d'impensable dans cette histoire. Israël ne veut pas assumer. Et je peux comprendre le gouvernement de Gaza. Mais qui alors ? Alors effectivement, la solution de votre interlocuteur, dire on se retire de Gaza et on confie ça. Après tout, on l'a fait dans le passé. On faisait des mandats de la SDN. Ça dure le temps que ça dure, mais il faut arrêter ce massacre. C'est peut-être une solution, mais c'est une solution qui ne satisfait pas une partie de la classe politique israélienne aujourd'hui, qui est prisonnière, au-delà des calculs, des arrière-pensées de Netanyahou lui-même, pour se maintenir au pouvoir, mais qui est tributaire des petits partis extrêmes qui permettent à la majorité. Mais oui, mais qui permettent à la majorité de rester. Rumi, c'est suicidaire ou pas ce que fait Netanyahou, et pourquoi ? Pas pour lui, pour Israël, c'est beaucoup plus compliqué. Moi, je trouve que c'est toujours une vision de court terme, parce qu'en fait, il satisfait les petits partis extrémistes qui veulent éradiquer le Hamas, mais qui a une érosion à long terme de toute la population. Et donc, il est en train de s'isoler. La grande difficulté, c'est que, j'espère qu'à très court terme, il y a une issue favorable, mais après, ce qui risque de se passer, c'est que Netanyahou ne se maintienne pas, et ces petits partis, là-dessus. Le fait de vouloir contrôler Gaza, c'est, en fait, ils testent. Aujourd'hui, on est toujours dans des tests. C'est comme M. Trump, il teste. On teste les solutions, puis on voit ce qui leur sort. Donc, on lance un bruit, on va voir le ballon d'essai. Voilà. À terme, je pense, j'espère, qu'il sait écouter l'armée pour dire c'est suicidaire, d'une certaine manière. Donc, ça serait assez surprenant à mon sens, qu'il puisse y aller là-dessus. Simplement, comme il y a nos limites, entre guillemets, ce qu'il faut voir, c'est quelle va être la réaction de la communauté internationale, quelle qu'elle soit. Ça commence, là, vous avez vu, Israël doit reconsidérer son plan tout de suite, et l'ONU exige de stopper le plan. C'est du blabla, c'est des paroles, c'est pas des actes. Non, mais c'est pas des actes, ça veut dire quelque chose. Mais tant qu'on n'agit pas concrètement, ça ne sert à rien. Donc, pourquoi l'accord entre l'Union européenne et Israël n'a pas été suspendu ? Voilà, je viens de vous le dire. D'accord, mais ça suffit pas. Si on suspend les livraisons d'armes, par exemple, l'Europe décide que Israël ne peut plus utiliser. Officiellement, la France ne livre pas d'armes à Israël. L'Union européenne décide que Israël ne peut plus utiliser SWIFT, ce mécanisme qui permet de faire des virements. Vous allez voir si Israël. On a des moyens d'action. On reconnaît immédiatement l'État palestinien et pas un ersatz d'État palestinien. Ce que fera Emmanuel Macron à la rentrée. C'est pas encore fait. Il l'a annoncé. En tout cas, il a été suivi par le Canada et l'Angleterre. C'est pas encore fait. Allez-y, pardon. À la reconnaissance de l'État israélien, de l'État palestinien, c'est pas une solution maintenant, parce qu'on reconnaît quoi ? On reconnaît qui ? On reconnaît quel territoire ? Je veux dire, c'est un écran de fumée qui, en fait, envenime les choses plutôt qu'elle les éclaircit. Il fallait garder cette carte pour une négociation plus vaste. Et encore une fois, je reconnais qui ? Je reconnais quoi ?
Il faut normalement, il faut avoir un État, il faut avoir un territoire, il faut avoir une population, il faut que... Quand on voit ces images, c'est je reconnais des ruines. Voilà, mais même pas. Oui. Même pas, c'est quoi cet État? C'est la Cisjordanie, c'est Gaza, c'est l'autorité palestinienne, c'est le Hamas, c'est quoi? Vous allez reconnaître un cimetière. Voilà, donc je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je pense que ça complique le problème pour se donner bonne conscience. Voilà, mais ça, c'est pas de la bonne diplomatie. Voilà. Alors après, moi, je suis plus réservé sur... Je comprends votre position, mais l'Occident ne rentrera pas en conflit frontal pour un tas de raisons très profondes avec l'État israélien, avec Israël. Bon, donc, et tous les gouvernements occidentaux sont extraordinairement gênés face à cette situation. Mais vous avez vu que non seulement l'Occident, mais les États arabes autour, mais les Trump qui dit je laisse faire Israël. Ils ont fait 3 guerres. 3 guerres qu'ils ont perdues et qui se sont révélées des désastres. Bon. Et donc, ils veulent pas le faire. Alors peut-être qu'à un moment donné, dans l'avenir, et là on revient sur le problème du long terme, peut-être que dans l'avenir, il sera difficile à Israël et aux États et au gouvernement arabe de maîtriser l'océan de haine qui peut se forger dans cette région. Et à ce moment-là, le sort d'Israël risque d'être celui, vous savez, des royaumes chrétiens d'Orient qui ont été constitués au moment des croisades. Ils ont tenu un siècle et demi, etc. Et puis, mais M. Guénaud, il ne s'agit pas de faire la guerre, là. Il n'a pas demandé à l'Union européenne d'aller faire la guerre. Mais en revanche, on a des moyens économiques. Oui, mais ils sont limités. On voit bien les sanctions. C'est pas ça qui va stopper. Non, excusez-moi. On va commencer peut-être par faire des choses avant de se dire c'est pas ça qui va stopper. Qu'est-ce que vous en savez? Suspendons l'accord de l'Union européenne avec l'État d'Israël économique et vous allez voir. Parce que l'État d'Israël exporte en Europe plus de 60% de sa production. Vous allez voir si ça ne va pas leur faire mal. Oui, mais les sanctions, d'abord. Raphaël. Mais on l'a bien fait. Excusez-moi, on le fait pour la Russie. On a encore un 18e paquet. Ah oui, mais parce qu'on ne se met pas... Voilà, ça ne marche pas. Et ça ne marche pas parce qu'on ne veut pas que ça marche. Ça nous cause plus de problèmes que ça n'en cause à la Russie. J'aimerais juste une dernière chose sur les sanctions. Encore une fois, c'est pas ça qui peut arrêter cette violence et cette haine. Et d'autre part, nous n'aurons pas l'assentiment de nos partenaires européens. Ils sont divisés pour un tas de raisons. Je pense que l'Allemagne n'acceptera pas cette idée. Raphaël Jérusalemi est toujours avec nous. Concrètement, comment est-ce que vous voyez la suite? L'armée va envahir Gaza très rapidement dans les jours à venir? Alors, l'armée, nous sommes en démocratie dans la mesure où c'est le gouvernement qui donne les ordres à l'armée et pas l'inverse. Et donc, l'armée fera ce qu'on lui demande de faire. Tsahal en est capable. Tsahal a montré qu'il est capable de faire même loin de chez lui. Mais là, il a affaire à une guérilla urbaine extrêmement dangereuse. Moi, ce qui m'angoisse dans cette opération, c'est le sort des soldats et des soldates de Tsahal dans des endroits où se trouvent les terroristes les plus coriaces, les plus ardus, qui n'ont pas encore été attaqués, des terroristes qui sont préparés, qui ont piégé chaque fenêtre, chaque porte. C'est une opération qui est extrêmement dangereuse et qui va être coûteuse en vie humaine de part et d'autre. Là où je m'amuse un petit peu devant ce que j'entends sur ce plateau, c'est on parle de choses à extrêmement long terme, parfois même de choses utopiques. On oublie quand même l'essentiel. L'essentiel, c'est on focalise beaucoup trop sur Benjamin Netanyahou et le gouvernement qui vaut ce qu'il vaut. Il y a un problème qui s'appelle le Hamas. Il y a une faction terroriste, il faudrait quand même le rappeler. Nous sommes en guerre contre une faction terroriste. Cette faction terroriste est une menace globale. Ce n'est pas une menace contre Israël seulement, de même que l'Iran. Les salafistes du Hamas, du Hezbollah, ce sont des émules des frères musulmans qui menacent le monde occidental tout entier. Et ma question est, on parle de sanctions, de ci, de ça, ma question est exactement l'inverse des sanctions. Où sont les troupes françaises, britanniques, qui devraient venir se battre avec les troupes israéliennes contre le salafisme, contre l'intégrisme, dont je rappelle qu'il maltraite la population palestinienne. Je rappelle qu'il s'agit d'une dictature intégriste dont les Gazaouis souffrent avec des jeunes qui pourrissent dans les geôles du Hamas. Et où se trouve la communauté internationale véritablement? Elle doit, comme elle l'a fait en mer Rouge d'ailleurs, quand c'était ses intérêts, Maître Beccari parle d'argent, parce qu'elle pense que les Juifs, il n'y a que l'argent qui les intéresse. Mais en fin de compte, en mer Rouge, c'est la communauté internationale qui s'est investie. Parce que le commerce maritime
Madame, vous avez des opinions que je ne veux pas... Monsieur l'agent du Mossad, moi je suis étonné que vous ne sachiez pas que le Hamas a été financé par monsieur Benyamin Netanyahou en 2018. Je n'utiliserai pas pour la façon dont vous parlez des Juifs. Et c'est très clair. J'en parle d'une manière très normale. Du peuple juif, et je ne parlerai pas de ça parce que c'est vous qui êtes focalisé là-dessus. Allons, on va pas se régler. Ça n'a pas d'intérêt technique. Donc laissons votre haine de côté. Moi je parle maintenant Madame Beccari, Maître Beccari n'a jamais dit ça. De supprimer le Hamas, de tout le monde se mettre ensemble. Et si la politique israélienne dérange, ne plaît pas, eh bien raison de plus pour que les pays occidentaux s'investissent sur le plan humanitaire, s'investissent sur le plan aussi militaire. Bon. Des troupes, et je peux vous garantir que l'armée française est prête et que les pilotes et les marins français sont absolument prêts à le faire. Comme ils étaient prêts à aller aussi attaquer le Hezbollah à Beyrouth pour venger les officiers français tués par le Hezbollah. Et donc, je le dis, je le répète et je termine là-dessus, nous attendons. Nous, les Israéliens, nous demandons aux Français, aux Britanniques et à la communauté internationale responsable pour qu'il y ait la peine, pour calmer le jeu, de débarrasser d'abord et avant tout Gaza du Hamas. Et si la façon israélienne ne plaît pas, vous êtes invités à participer avec nous à cette opération. Merci. Qui est effectivement une opération humanitaire et pour l'avenir pacifique de la coexistence entre les Juifs et les Arabes, les Israéliens et les Palestiniens. Merci beaucoup, cela, Raphaël Jérusalemi. À participer et non pas à sanctionner. C'est de la propagande. Hein. Merci beaucoup. Mais c'est vrai qu'on voit mal dans l'état actuel, français ou occidentaux ou allemands ou anglais. Mais c'est pas la question. C'est évidemment pas la question. D'abord, on va quand même rappeler à cet ancien agent du Mossad que le Hamas a été c'est la même chose, a été financé et il ne peut pas ne pas le savoir par Benyamin Netanyahou à partir de 2018 parce que le Hamas est le meilleur ennemi de monsieur Netanyahou. Ça c'est le premier point. C'est pas une opinion, c'est un fait, c'est factuel. Hein. Demandez à David Grossman qui aujourd'hui dit très clairement que ce qui se passe à Gaza, ça s'appelle un génocide. Ensuite, on rappellera quand même que monsieur Benyamin Netanyahou est sous un mandat d'arrêt international de la CPI. Il faut quand même le rappeler et que à cet égard, par exemple, la France aurait pu interdire aux avions israéliens de survoler notre territoire aérien. Ça, c'est une autre chose. Bon. Quoi qu'il en soit, il n'est pas question de faire la guerre là-bas, surtout que ce sont des pompiers pyromanes. Personne ne le veut. Non, personne ne le veut. Donc l'État israélien est un pompier pyromane. Il est en train de dire « je vais envahir et venez nous aider ». Non, commencez par ne pas envahir. Merci. Retirez-vous. Allez, on repart. Oui, mais il faut qu'on reparte dans l'actualité française. Il y a une contradiction quand même très forte chez votre interlocuteur. Il nous explique dans un premier temps que le plan de Netanyahou est catastrophique et conduit à un désastre. Et après, il nous dit pourquoi vous ne venez pas nous aider à le mettre en œuvre. C'est absurde. Il faut sortir de cette logique. Personne sur ce plateau veut détruire l'État d'Israël. Et surtout intervenir à Gaza. Non, mais intervenir à Gaza, ça dépend. Si on nous demande de venir mais dans un cadre contribuer à une force multinationale qui va gérer la sécurité à Gaza. Bon, quand on est arrivé à un accord, c'est le feu. Bon, pas, oui, parce que d'ici là, bon courage. Je pense que dans un instant, France peut répondre favorablement à ça, mais je ne vais pas y arriver. Son discours ne conduit pas à ça. Là. Ce dont il parle, ça n'est pas évidemment. Dans un instant, on va revenir sur la politique française et la loi du plomb, censurée en partie, l'article 2 par le Conseil constitutionnel. Alors justement, tenez, flashez le QR code. Qui a dit difficile, encore une fois, de trouver normal que le Conseil constitutionnel décide à la place des élus d'interdire ce qui était autorisé il y a 5 ans. Marine Le Pen. J'en suis pas sûr. Réponse après la pub, à tout de suite.